Merci à la documentation française pour nous avoir envoyé son numéro de questions internationales, rendant ainsi cette vidéo possible. Plus d'informations à la toute fin de cette vidéo. Je vous invite au passage à aller regarder la chaîne de l'opinion éclairée qui fera samedi prochain une vidéo sur la Chine-Afrique. Allez regarder ça, ça sera très intéressant. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser au cas de la Chine et plus particulièrement d'un conflit qui fait rage depuis maintenant quelques années en mer de Chine où tensions et revendications s'affrontent. Le développement économique fulgurant de la Chine durant ces dernières décennies a poussé cette dernière à asseoir sa puissance diplomatique, économique et évidemment militaire dans la région asiatique et plus particulièrement dans le cadre de cette vidéo dans la région de la mer de Chine méridionale, se heurtant donc à plusieurs protagonistes dont les États-Unis qui se veulent les garants de l'ordre mondial basé sur le droit. Un conflit régional et mondial. Ce conflit n'est pas nouveau, en effet certains auteurs et spécialistes de la question comme Charles-Emmanuel Détry, doctorant en droit public et en relations internationales, estiment que ce conflit daterait à l'accession à l'indépendance des différents protagonistes au milieu du XXe siècle, et plus particulièrement avec la signature de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. En effet, rien ne prédestinait ce conflit à s'exporter hors du cadre régional et donc devait concerner uniquement quelques pays très particuliers comme le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, Brunei, l'Indonésie ou encore Taïwan. Mais l'accès à l'indépendance en droit international a souvent poussé ces dernières décennies les pays autrefois sous dominations étrangères à revendiquer leur souveraineté, que ce soit sur terre, dans les airs ou encore en mer. Pourquoi serait-ce un lieu stratégique? La réponse est ma foi fort simple, comme énoncé plus haut, le développement économique de la Chine ces dernières décennies et l'accès à l'indépendance d'un grand nombre de pays dans la région a poussé ces dernières à revendiquer ce qu'ils estiment faire partie de leur souveraineté, mais surtout à donner à la Chine les moyens d'affirmer cette souveraineté. En effet, on estime que près d'un tiers des transports maritimes mondiaux transitent en mer de Chine méridionale. Ce faisant, le pays contrôlant cette région possède alors la mainmise sur l'une des routes commerciales les plus fructueuses, mais aussi les plus stratégiques, alimentant directement le commerce en direction de l'Europe et du Moyen-Orient. Conflits et rivalités. Cette région est devenue le théâtre de rivalités très importantes entre Pékin et Washington, Pékin y voyant une zone de souveraineté incontestable et Washington y voyant une atteinte à l'intégrité de ses alliés et partenaires dans la région, mais surtout de son assise militaire et défensive. Mais c'est avant tout une certaine idée du monde qui s'évapore au fil des épisodes de ce conflit, cette idée pour les États-Unis qu'ils sont les garants d'un certain ordre mondial indissociable de leur personne. Le grand ressourcement de la nation chinoise, il s'agit là de la volonté de Xi Jinping, actuel président de la Chine, de repositionner son pays sur la scène internationale, et selon les dires de Charles-Emmanuel Détry, il s'agirait là de l'objectif ultime et la raison d'être du parti communiste. S'ajoutant à cela un siècle de misère et d'humiliation de la communauté internationale, nous pouvons citer le cas de la France, du Royaume-Uni ou encore du Portugal et du Japon, qui ont très largement profité de leur supériorité durant une grande partie du 19e siècle et le début du 20e. La Chine, au-delà d'y voir un intérêt économique, comme évoqué plus haut, y voit surtout une sorte de vengeance du passé, ayant parfaitement assimilé que le contrôle des mers permet d'asseoir sa souveraineté économique et ses volontés diplomatiques. Quelle forme prend donc cette souveraineté? Cela prend la forme de ce qu'on pourrait qualifier de plus classique, comme par exemple des patrouilles ou des entraînements militaires chinois et de ses alliés en mer de Chine méridionale. Mais ce qui reste le plus impressionnant, c'est sans conteste une implantation physique et militaire de la Chine dans ces secteurs contestés. En effet, la construction depuis 2016 de la Grande Muraille de Sable, terme utilisé par l'amiral Harry B. Harris, ayant permis à la Chine de sécuriser son assise dans la région et de militariser ses positions en bétonnant ses revendications dans les Spratly et les Paracels. Et pour asseoir totalement ses revendications sur ces îles, le parti État y a déployé notamment des équipements de brouillage militaire, des batteries de missiles de surface, des missiles de croisière, des missiles anti-navires, des hélicoptères, des chasseurs ou encore des drones de surveillance. L'organisation de tourisme patriotique, sponsorisée à grands coups de communication et de financement public, permet aux civils de visiter ces îles, voire dans certains cas de s'y installer, même si la majorité de ces installations y sont purement d'ordre militaire. Une solution au conflit. Il ne s'agit pas là de la solution, mais d'une solution. Avant toute chose, il faut savoir qu'une décision de justice, et plus particulièrement des hautes instances internationales, ont tendance à ne pas rendre une décision claire, nette et précise, car cela aurait potentiellement pour effet d'enfermer la décision dans une bulle. Donc ce qu'il faut soutenir, c'est que c'est souvent dans le silence que les décisions juridiques ont le plus d'impact. C'est en juillet 2016 que la Cour permanente d'arbitrage de La Haye a jugé que la Chine n'avait pas de base légale pour revendiquer des droits historiques
sur cette zone en estimant que cette dernière n'avait pas apporté la preuve qu'elle avait historiquement exercé un contrôle exclusif sur les eaux ou les ressources délimitées par ces 9 traits. Quand on parle de la Chine des 9 traits ou la ligne en 9 traits, il s'agit tout simplement d'une démarcation délimitant la portion de la mer de Chine méridionale sur laquelle la Chine affirme détenir une souveraineté territoriale, pour la plus ancienne remontant jusqu'au XIVe siècle. À l'origine du conflit, il s'agissait d'une altercation entre la Chine et les Philippines sur l'accès de pêcheurs philippins au récif de Scarborough. Le tribunal s'est donc exprimé sur un grand nombre de demandes soulevées par les Philippines et particulièrement sur la compatibilité de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et les revendications de la Chine avec ce que cette dernière nomme comme la ligne en 9 traits. Car en effet, selon la Chine, elle agissait en son bon droit en interdisant l'accès à des pêcheurs philippins à une zone du récif de Scarborough en se considérant souveraine. Mais la Cour va rendre une décision contraire aux attentes des Chinois et déchaînera les passions du côté des autorités chinoises et des officiels représentant le pays à l'étranger. Elle conclut en effet en énonçant l'incompatibilité de la revendication des droits historiques, à savoir la ligne des 9 traits par les Chinois, avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Un autre point évoqué sera celui de l'habitabilité des îles Spratly, que l'on peut d'ailleurs étendre à celui du récif de Scarborough et à d'autres enclaves chinoises en mer de Chine. A savoir qu'aucune des îles Spratly n'est habitable dans leur état actuel par des populations civiles, ayant pour principale conséquence qu'il ne s'agit vulgairement que de simples rochers flottants, ne donnant de fait aucun droit particulier concernant la ZEE, qui est la zone économique exclusive, ce qui se traduit par l'impossibilité théorique d'exploiter les ressources naturelles, biologiques des fonds marins et de leur sous-sol. Ce qui, vous l'aurez compris, quand au-delà de la défense de la souveraineté, c'est l'intérêt économique et l'exploration du sous-sol dans le but d'extraire du pétrole qui est en jeu. Après cette condamnation suite au blocage de la Chine du récif de Scarborough, cette dernière a décidé de leur ouvrir l'accès et met en cause pour le moment la militarisation du récif. Cette décision pourrait avoir un impact fort dans la jurisprudence régionale car c'est une supposition, la création de ce précédent pourrait avoir un impact sur les décisions futures. En effet, la Cour dit, et je vulgarise cette décision volontairement, qu'il ne s'agit là que de cailloux artificiels au milieu d'une étendue d'eau, ce qui de fait ne vous accorde aucun droit particulier à l'exploration des ressources environnantes. La nouvelle priorité suite à cette décision serait alors de rendre habitables ces îles à des populations civiles, permettant ainsi de développer une économie locale, chose qui ne semble pas totalement insurmontable pour le pouvoir chinois qui objectivement semble prêt à tout pour asseoir sa puissance en mer de Chine méridionale. L'intervention des États-Unis, comme à leur habitude, et cela depuis maintenant 60 ans, certains diront un siècle avec la victoire face à l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale, les États-Unis ont tendance par tous les moyens à vouloir faire appliquer leur volonté, ou du moins celle que prévoit le droit international, souvent qualifié comme les défenseurs d'un certain ordre mondial. Cette idéologie s'applique particulièrement bien dans notre cas, il s'agit à l'origine de ce que l'on appelle le programme Freedom of Navigation Operations, qui est en gros un vaste programme visant à assurer l'accès aux eaux contestées par les États régionaux. Ce qui est particulièrement intéressant de noter, c'est que les États-Unis n'ont jamais ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, mais tentent par tous les moyens de faire appliquer ce droit, chose que Pékin prend un malin plaisir à dénoncer lors des émissions des États-Unis dans ces eaux qu'elle considère comme les siennes. Conclusion. Pour conclure, il s'agit là d'un conflit complexe s'inscrivant dans une logique plus grande que la simple possession de territoires et d'îles artificielles. La Chine joue en partie sa crédibilité dans la région, mais aussi son prestige dans le monde en essayant de s'asseoir comme puissance mondiale incontestable. Selon Charles-Emmanuel Détry, il s'agit aussi d'une stratégie globale de protection de son approvisionnement en matières premières et de ses exportations. Comme étudié plus haut, cette région possède un sous-sol particulièrement riche et sa surface est le point de passage d'un tiers du commerce mondial. Il reste donc beaucoup de travail à la Chine pour gagner ce prestige qu'elle revendique tant. Pour ce faire, elle organisa notamment en avril 2018 ce qu'elle qualifiera comme le plus grand défilé naval de l'histoire de l'armée chinoise, où 10 000 officiers de la marine, 48 navires et sous-marins, 76 avions de chasse, le tout avec la présence de Xi Jinping pour signifier le soutien sans faille de l'État dans l'effort militaire nécessaire dans la revendication de ce bout de mer décisif dans la quête de la pérennité de la Chine. Je tenais aussi à remercier la documentation française qui est un éditeur public et notamment l'auteur de Questions internationales, une revue publiée tous les 2 mois traitant de différents thèmes en lien avec le monde comme la Chine, la Turquie, l'Arabie Saoudite, etc., proposant différents dossiers et rubriques variées, le tout à un prix très abordable pour seulement 35 € par an si vous êtes étudiant. Pour avoir lu plusieurs de leurs numéros, je vous le conseille sans hésiter et je les remercie de leur confiance pour cette vidéo. Un lien pour vous abonner est bien sûr dans la description et chez votre marchand de journaux le plus proche.
C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être tenu informé de nos prochaines vidéos et bien sûr de mettre un j'aime si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Vous pouvez aussi nous aider financièrement en faisant un don sur Tipeee, cela nous aide pour continuer à tourner ces vidéos. En échange, vous recevrez un paquet de contreparties, mais je vous laisse découvrir ces contreparties par vous-même. Le lien est bien sûr dans la description. Allez, ciao tout le monde.